Coucou les voyageurs. Salut. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. On commence à être un petit peu malade. Ouais. Là, vous allez voir la vidéo de la Lituanie. On y est resté une dizaine de jours. Ouais, c'est le pays baltes où on sera resté le plus longtemps. C'est vraiment un très beau pays, la Ouais, Lituanie. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est celui que j'ai préféré des trois. pareil. Après, ça sera l'Estonie dans mon top 3 et Oui, la bah, Lettonie Lettonie, de toute façon. en dernier. Alors, peut-être parce qu'effectivement, on a commencé dans de bonnes conditions. On s'est tout de suite arrêté un camping. On a pu tout vidanger, faire les lessives, enfin, faire tout ce qu'on n'avait pas pu faire en Lettonie. Donc, je pense que vraiment, vraiment, je pense que ça aide de commencer un pays dans de bonnes conditions en étant d'attaque. Et puis après, c'est un pays où il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a un très beau littoral. Il y a beaucoup de choses culturelles à voir. Il y a beaucoup de musées, beaucoup de... Enfin voilà, ça manque pas d'activités, de promenades. Tout est bien. On a fait plein de choses. Je pense qu'on n'a pas fait beaucoup de choses au vu de tout ce qu'il y avait à faire. Mais on a fait les choses qu'on voulait faire. Donc on a commencé par le littoral. Comme d'habitude, Nico mettra la carte, vous verrez. On a commencé par le littoral et puis après on s'est enfoncé dans les terres pour aller tout à l'est. Et puis on est descendu par la capitale, Vilnius, euh, avant de partir en Pologne du coup. Mais ouais, un chouette pays. On vous laisse découvrir, mais on a beaucoup aimé. Voilà ce que j'aurais à en dire. Bon bah écoutez, comme d'habitude, hein, Un petit commentaire, voilà, un petit pouce. Et puis on vous dit à très bientôt. Belle Salut, vidéo. salut. Bye bye. Alors, coucou, nous sommes samedi 25 novembre et nous sommes arrivés en Lituanie hier. On a fait la journée, on a fait toute la route sous la flotte. Il faisait un temps pourri après la deuxième nuit de tempête qu'on a eue. On a trouvé, passé la frontière, un camping où on a pu se brancher, faire le plein d'électricité, où on a pu faire toutes les machines qu'on voulait. On aurait pu faire un tennis. Oui, c'est mais vrai. alors, les terrains, c'est à 50 € les 30 minutes. Du jamais vu. Je sais Ouais. pas si vous avez déjà vu un terrain qu'on loue à 100 € de l'heure. Ouais. Euh, Ouais, Clara était déprimée, hein. C'est vrai qu'elle avait possibilité, parce que pour une fois, les filets étaient restés en ouais, place, parce que c'était des beaux partout, terrains, mais- on en trouve des fois hein, des terrains de tennis, mais les filets sont enlevés pour l'hiver. Là, il y avait, mais 50 € la demi-heure. On a dit non, à ce prix-là, hein, tu À ce attendras prix-là, encore. il y a Federer qui joue avec moi. Voilà. Donc voilà, donc hier il a fait un temps encore pourri, mais c'est pas grave, on est dans le camping-car, on a fait tout ce qu'on avait à faire, donc c'était parfait. Nico a avancé la vidéo qui va prochainement être en ligne sur l'Estonie qu'on a fini. Et puis là, nous sommes arrivés ce matin à Palanga. Alors, je tenais à ce qu'on s'y arrête parce que Palanga, en fait, la commune où nous vivons, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, est jumelée depuis juin 2023 à Palanga. Donc, je trouvais ça rigolo qu'on s'y arrête. Et là, on marche pour aller à l'office du tourisme parce qu'il ferme à 15h. Donc, on va aller se présenter. On verra comment on est accueillis. Palanga, c'est très mignon. De ce qu'on a vu déjà en voiture, c'est une jolie ville balnéaire qui a, je trouve, beaucoup de standing. Rien à voir avec les villes qu'on a côtoyées jusqu'à présent en Estonie et en Lettonie. Alors est-ce que toute la Lituanie sera comme ça ou est-ce que c'est parce que là c'est une station balnéaire? Je ne sais pas, on va le découvrir par la suite. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu. Bon, alors notre petite virée à l'office du tourisme ne s'est pas passée comme je le pensais. La nana à l'accueil, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ça lui parlait pas du tout. Alors pas du tout. Je lui ai dit qu'on était jumelés depuis juin 2023. Elle m'a regardé, elle savait pas. Bref, on a pris les infos qu'on voulait. Et
Et puis voilà, c'est fait. C'est pas grave. Après le temps de retourner au camping-car, de préparer à manger, on a mangé, il était 15h. Donc là on a fini, on se dépêche, on va se promener parce que à 4h le soleil se couchera. On va jusque sur le front de mer, il y a une très grande jetée. Après il y a une belle rue piétonne à faire. Après, il y a une église dans laquelle on peut monter, il y a une tour d'observation, mais je ne sais pas si ça sera encore ouvert ou quoi, on verra. Enfin, ouais, on va bien voir. Il y a pas mal de petites choses à faire, à voir, ça a l'air sympathique comme tout. Donc, on va profiter jusqu'à la nuit tombée. Alors c'est parti ce matin, nous partons, c'est dimanche matin, et nous partons visiter le musée d'Ambre. A priori c'est le musée le plus visité de Lituanie. Et on va y voir des pièces magnifiques. Donc on va aller voir ça. Pour cette nuit, je ne sais pas si vous voyez un peu le décor, la neige est revenue. La neige est revenue. On avait trouvé donc un spot super sympa pour dormir. Et du coup, sans même le savoir, on était à 700 mètres du musée d'Ambre. Donc c'est parfait. On peut y aller à pied. Et le musée se trouve au centre d'un grand parc. Donc on ne pouvait pas de toute façon se garer plus près. Alors, nous voici sur une barque, j'ai envie de dire. On a une toute petite traversée en ferry, vous voyez, hop, il y a 3 rangées de voitures qui peuvent s'y mettre. Nous sommes à Klaipėda, alors je vais vous montrer sur la carte. Klaipėda, et en fait, nous allons rejoindre l'isthme qui est là.
Tac, c'est ça qu'on va faire et on reprendra le ferry demain pour juste retraverser à la Klaipėda parce qu'il n'y a pas de pont, on peut s'y rendre que par ferry. La traversée doit durer à mon avis 2 minutes parce que je sais pas si vous voyez mais on la voit en face. Et là les retours, c'est quand même 40 € parce que l'isthme en fait est une réserve naturelle classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est faite de dunes de sable et de forêts mais qui est très fragile et qui a tendance à diminuer. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils font un tarif cher. Ça y est, nous voici sur l'isthme de Courlange. Large de 400 mètres au minimum jusqu'à 3,8 km et après longue de 98 km je crois. Dont une soixantaine de kilomètres pour la Lituanie et le reste pour la Russie. Bon après le ferry, juste passé, ça faisait quoi 2 minutes qu'on était sur la terre. On doit s'acquitter d'un droit de péage, un droit d'entrée dans la réserve naturelle de 15 € quand même pour le camping-car. 5 € les motos, 10 € les voitures et 15 € le camping-car. Voilà, ça s'ajoute aux 41 € de traversée. Ils veulent vraiment pas qu'il y ait trop de monde sur cette langue de terre. Juste une courte halte parce qu'il n'y a pas grand chose à voir à cette période. C'est plus à partir de février que ça devient animé. C'est une zone de migration des cormorans et des hérons cendrés. Donc ils arrivent là, alors les cormorans arrivent début février pour refaire leur nid. Les hérons cendrés c'est un peu plus tard apparemment. Et puis ils viennent pour refaire leur nid dans un premier temps. Et à partir de mai, apparemment, il y a tous les petits qui sont là et ça piaille. Alors, il faut imaginer, apparemment, il y a plus de 6500 oiseaux à cette période et ça fait un vacarme de fou. On va aller voir les arbres parce qu'il y a la particularité en plus, c'est que donc ils nichent tous en haut des arbres et leurs excréments, en fait, tuent les arbres au fur et à mesure. Donc, il y a plein d'arbres morts et ils vont nicher sur d'autres arbres qui ne sont pas morts. Donc, on va aller voir ça, puisque ça, on peut l'observer dès maintenant. Hop. Avant ça, il y a un tableau explicatif. Nico a regardé et apparemment, donc en jaune, c'est la migration d'été et en bleu, c'est migration d'hiver. Donc, comme dit Nico, ça va jusqu'en Espagne quand même. Ça, c'est les cormorans. La migration des cormorans. Voilà. Et pour montrer un petit peu ce que ça peut donner si on était venu au printemps. Voilà. Tac. Allez. Il y a une plateforme d'observation. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Alors, faut savoir qu'on s'arrête et ça doit être superbe au printemps de voir ça, mais c'est quand même problématique pour les gens de l'île. Parce que de une, ça détruit la forêt. Mais de deux, il faut imaginer que 6500 oiseaux, ça mange beaucoup de poissons. Alors je sais plus chaque cormoran combien il doit manger par jour, je l'ai lu. Mais ça, par 6500, voilà, les pêcheurs du coin sont vraiment pas contents. Et comme ce sont deux espèces protégées, on peut rien faire contre ça. On voit encore dans les arbres des nids de la saison précédente.
Alors nous c'est calme, hein, Nico. Il n'y a pas un bruit d'oiseau. Ils sont pas arrivés encore. Ils sont encore en Espagne. Ouais, ils ont raison. On aurait dû Ils aller sont là-bas, chauds. nous aussi. Hein. C'est parti là pour la colline aux sorcières. Une colline et où il y a plein de statues en motif de sorcières, etc. relatifs aux contes et légendes d'ici. On va sur notre spot pour ce soir. Il va être 4 heures. Le soleil est en train de se coucher. Et le but étant de se rapprocher du musée de la guerre froide que l'on ferait demain. La Finlande nous manquait, alors nous y sommes retournés. Ouais, on a fait vite. En l'espace de 10 minutes de temps, hop, on y était. Voilà, ça manquait vraiment à Nico. Une belle route glissante qui peut monter un petit peu par moment. Il nous reste 4 km à faire. Va-t-on devoir mettre les chaînes? Toutes les routes étaient bien déneigées. Et là, celle-ci, nada. Alors en fait, on a galéré à trouver un spot. On en a essayé plusieurs. Ça n'allait pas. Du coup, on a roulé et on va sur le parking du musée de la guerre froide qu'on veut faire demain. On s'est dit qu'après tout, on était tout proche. Donc autant s'y mettre. Ce qui permettra aussi d'avoir une grasse mat demain. Comme il ouvre qu'à 10h et qu'on sera sur place. Pas besoin de se lever à 8h comme d'hab. Alors ce matin, nous partons visiter le musée de la guerre froide qui se trouve en Lituanie. Et il est fait sur un ancien site de lancement de missiles nucléaires. Donc c'est un musée souterrain. Et on vous racontera la suite après. Alors j'espère juste qu'on va avoir un audio guide en français, ça serait vraiment bien. Ou tout du moins en anglais. Sinon ça va être plus compliqué de comprendre, mais bon, on verra bien. Bon, et bien finalement il n'y aura pas d'audio guide. La visite était en anglais.
Alors du coup, ce site a été construit en 1962, en un an, par 10 000 Lituaniens. Le site a été choisi donc en Lituanie du fait de sa position géographique. À partir de là, toute l'Europe était accessible. C'était à moins de 2000 km, donc les missiles de l'époque pouvaient atteindre n'importe quelle cible de l'Europe. Voilà. Alors, on a fait ce musée, on était tout seul, et je vous avoue que dès l'entrée de passer cette porte, l'ambiance était particulière. Une odeur de fuel, une odeur de ferraille nous prenait au nez. On a fait où on est. Et le fait qu'on était complètement seul dans ce musée a augmenté cette ambiance bizarre. Voilà. Donc ça, c'était la salle principale où tout était expliqué, où la guerre froide était expliquée. Pas le site en lui-même, mais la guerre froide toutes les années. De 61 à 87, il note, mais réellement 89, avec la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide. Tout était en anglais, donc de ce qu'on a pu lire, ça retrace notamment la course à l'armement avec les différents missiles balistiques qu'ils ont pu avoir. Voilà. Dans les autres pièces, il retrace un petit peu la vie de ceux qui étaient sur place. On trouve également la maquette du site. Donc tout ce niveau-là, on l'a visité de pièce en pièce. Alors elles sont vides, mais toutes les pièces sont accessibles. Et ensuite au sol, il y a le tracé des 4 silos de lancement. Donc on a pu y accéder. Donc là c'était une chambre avec les casiers électriques notamment. Alors ils sont factices, il n'y a plus que les façades. Ils ont laissé quelques masques à gaz. On n'y a pas touché. Salle, donc c'était pour du stockage de carburant, stockage des différentes matières chimiques. D'autres salles, c'était des turbines, des réacteurs. Là, dans cette pièce, c'était des images de propagande. D'un côté, le camp soviétique, et de l'autre côté, l'image de propagande du camp américain. Là, le long couloir qui mène au silo de lancement. Certainement la pièce la plus impressionnante pour nous. Donc, il y avait 4 silos, profondeur 30 mètres, 7 mètres de large. Il y avait un ascenseur. On n'a pas vu tout ça, on n'a pas accès à plus que ça, mais il y a un ascenseur qui dessert les 6 étages pour accéder aux différents niveaux sur les missiles. On n'en voyait pas le fond. Voilà, et direction la sortie. Ça fait du bien, je vous assure, de respirer l'air pur et de ne plus avoir cette odeur de fuel et de ferraille. C'était insupportable. Voilà, en conclusion, sur ce site n'aura jamais servi. Aucun missile n'aura été lancé de cette base de lancement. Il y a eu un moment en 1968 où la situation a été très tendue et où il y aurait eu possibilité qu'un missile parte. C'était en direction de la Tchécoslovaquie, quand ça a été très tendu avec la Tchécoslovaquie qui désirait son indépendance et où il était hors de question de la part de l'URSS de laisser partir ce pays. Donc au final, pas besoin de tirer de missiles. L'URSS a réussi à remettre de l'ordre dans tout ça. Alors aujourd'hui, mercredi 29 novembre, nous sommes donc toujours en Lituanie et nous sommes à la colline des 1000 croix.
Donc c'est une toute petite colline qui est vraiment pas haute. Et alors ils disent 1000 croix, mais au final, alors je sais pas combien de... La superficie est toute petite, mais aujourd'hui on dénombre plus de 150 000 croix de toute taille. Alors ce sont uniquement des croix, il n'y a pas de pierre tombale. Ça aurait commencé au XIVe siècle, des mamans qui auraient mis des croix a priori pour leurs enfants morts plus loin où il n'y aurait pas eu des corps, etc. Enfin bon, je ne sais pas trop. C'est toujours un peu ça, c'est-à-dire que maintenant c'est un lieu où les gens viennent pour pleurer, pour faire des prières, pour commémorer des événements particuliers. Là apparemment il y a un endroit, il doit y avoir un coin pour tous ceux qui sont morts en Ukraine. Il y a un coin, c'est pour le 11 septembre 2001. Enfin voilà, chaque chose a un peu son coin. Ça a été aussi un lieu d'opposition. C'est aussi ça qui caractérise ce lieu, notamment à l'époque soviétique. Après la Seconde Guerre mondiale, c'était complètement interdit de mettre une croix, de montrer une croix. C'était passible de prison. Et en contestation, en opposition à ça, les Lituaniens venaient sur la colline pour déposer des croix. Alors à 3 reprises, ça fut totalement rasé, mais ils arrivaient parmi la nuit à remettre des croix. Et puis maintenant, on n'a plus le droit de les enlever. On n'a plus le droit de les enlever, c'est un terrain emblématique et elle se laisse. On peut juste en rajouter. Voilà, on peut en rajouter autant qu'on veut. C'est parti aujourd'hui, vendredi 1er décembre, pour la découverte de la capitale de la Lituanie, Vilnius. Et où je suis très contente, c'est que on va enfin pouvoir voir un marché de Noël. Voilà, donc il y en a 3 dans la ville. Donc le plus beau qui est sur la place de la cathédrale. Et il y en a 2 autres, donc on va faire les 3 je pense, si on a le temps. Voilà. Et il y a aussi un des plus beaux sapins de Noël d'Europe. On va voir ça. Allez, on vous emmène.
C'est parti aujourd'hui, samedi 2 décembre, pour la visite de la ville de... Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Kaunas, je n'en sais rien. Voilà, ça s'écrit comme vous le voyez. C'est la deuxième plus grande ville de Lituanie après Vilnius. C'est parti ce matin pour la visite de Trakai. Trakai, donc c'est pas très loin de Vilnius, à une trentaine de kilomètres. Et jadis, ça fut la capitale de la Lituanie. Alors, je sais pas à quelle époque, il y a très longtemps, parce que le château qu'on va voir date du XIVe siècle et a été détruit au XVIIe. Laissé à l'abandon, et c'est que au fin 19e, début 20e que la restauration fut entreprise. Donc on va aller le voir, c'est un très beau château médiéval. Par contre, il n'a plus rien d'authentique, il a été totalement refait, il est quasi neuf. Mais bon, ça vaut le coup d'œil quand même. Donc le château est en plein milieu d'un lac. Il est là-bas et on va y accéder par une passerelle.
J'espère juste que les jeunes vont pas venir ce soir en trop grand nombre pour nous enquiquiner. Là-bas, il y a même un terrain de tennis que l'on est parti voir. Il n'y a pas de filet, mais bon, on est parti le voir. Il y a pour se promener tout au bout. Et puis là, il y a un joli lac qui est totalement gelé. Et où il y a des pêcheurs. Un peu partout. On les voit marcher sur le lac. Là-bas, vous en voyez peut-être. Alors voilà, on va s'essayer de marcher sur le lac sans tomber. Vas-y Léa, à toi l'honneur. Non, ça glisse pas. C'est incroyable. Ah, tu peux sauter. Hein. C'est ça ce que t'appelles sauter. Ah, c'est pour te montrer que tu peux sauter. C'est incroyable. Il est grand pourtant. Hein. Il est grand. Et le château était entouré d'un lac et lui il n'était pas du tout gelé. Et pourtant on n'est pas si loin. C'est incroyable. C'est incroyable. Rejoins-nous. On peut faire du patin à glace. Non, ça glisse pas du tout. Non. Par contre j'ai froid, je tremble. La caméra elle doit bouger. C'est fou, hein? Ah, la sensation c'est particulière du coup. Ouais. C'est incroyable. Par contre, tu glisses quand même un peu, hein? Tu glisses quand même un peu. Pourquoi? Tu l'as pas, elle n'est pas marquée. Voilà, Clara va s'essayer au service. On a délimité les carrés dans lesquels elle devait tirer. Alors il n'y a pas le filet certes. On ne saura pas si ça passe le filet ou pas, mais bon déjà. Allez Clara! C'est bon! Et en plus avec la neige, on va voir si elle tombe bien dans le rectangle. Voilà. Léa est la déneigeuse. C'est pas une ramasseuse de balles qu'on a ici, c'est une déneigeuse.